L'événement, messieurs, dans l'after ce soir, c'est la présence parmi nous de Pierre Ferracci, toujours propriétaire, président du Paris FC. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. On est ravis de vous avoir parce que vous incarnez le renouveau du football français. On a raconté dans les grandes largeurs la semaine dernière l'arrivée de la famille Arnaud au Paris FC, qui va devenir à terme donc propriétaire du club. On va pouvoir, parce que c'est maintenant officiel, rentrer dans les détails de la stratégie ce soir. Vous allez nous raconter ce qui va se passer parce que c'est une excellente nouvelle pour le foot français. Et en ce moment, on n'en a pas beaucoup des bonnes nouvelles dans le foot français. Donc on veut pouvoir partager tout ça avec vous. Ensuite, on parlera de l'actu du jour. Florent veut donner son avis sur la prolongation de Luis Enrique. Mais le débat Paris FC peut démarrer tout de suite. Nico. Eh bien on y va, on est heureux de vous accueillir bien sûr Pierre Ferracci. On a beaucoup parlé de vous depuis une semaine, on avait annoncé que vous négociez la vente de votre club, le Paris FC, avec la famille Arnaud et pas le groupe LVMH, c'est important de le préciser. Donc là, aujourd'hui, les négociations sont ouvertes, elles sont exclusives. On part sur un cycle de 3 ans en réalité. Vous restez encore président du club, vous gardez 30% des parts. La famille Arnaud prend environ 55%. Red Bull, qui vient aussi associé à la famille Arnaud, sera à hauteur de 15%. Comment on vit ça aujourd'hui? Ça fait 12 ans que vous êtes président du Paris FC, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un jour de fête ou quoi? C'est pas tous les jours qu'on négocie avec LVMH et la famille Arnaud. C'est un jour parfait pour le club. Je pense que moi, je ne pouvais pas imaginer meilleure transition pour la suite des événements. Je crois qu'avoir un des plus gros patrimoines économiques français à la tête de l'actionnariat du club, c'est inespéré pour le Paris FC. Associé à Red Bull, dont la compétence est connue dans le domaine du sport en général, mais du foot en particulier. Donc je crois que la trajectoire sera bonne. Maintenant, Antoine Arnaud le dira le moment venu, et je le dis et je le répète depuis un moment, ils vont prendre leur temps, ils ont de grosses ambitions, mais ils ne vont pas brûler les étapes. Et ils ne vont pas jeter de l'argent par les fenêtres. Donc aujourd'hui, on est en Ligue 2. L'objectif est de monter en Ligue 1. Les filles sont déjà à l'échelon du dessus. Nous, la conquête de la Ligue 1, c'est essentiel. Ça fait, dans les 6 dernières saisons, 4 fois qu'on fait les barrages. On a plutôt envie d'attraper une des 2 premières places pour éviter les barrages dans les 2 années. Comment ça coûte le Paris FC pour la famille Arnaud là? Ah ben ça, je ne le dirais pas. Et pourquoi? Non, parce qu'il y a des chiffres qui circulent. Et puis on est toujours en négociation avec certains actionnaires qui sont dans le club aujourd'hui. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous ceux qui m'accompagnent depuis quelques années, français et étrangers. Ils ont contribué au développement du club. Donc il y a des choses qui se discutent. C'est une des meilleures valorisations et sans doute la meilleure pour un club de Ligue 2 qui puisse exister. Ouais. Je ne dirais rien là-dessus, mais il y a... Non, pas du tout. Vous êtes assez loin, mais c'est pas grave. On finira par le savoir. Mais je suis pas sûr que vous finirez par le savoir parce qu'il y a des éléments dans l'évaluversion qui sont un peu complexes. Vous là-dessus. Eh ben, on peut parier, Daniel. Parfois, il vous arrive de perdre les paris. Ça. Mais pas souvenir. Mais vous verrez qu'avec moi, vous pouvez perdre. Il n'y a pas de sujet. Mais ce n'est pas l'élément essentiel de la valeur du club aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la valeur du club de demain, pas simplement sur le plan économique, mais sur le plan sportif. On a des investisseurs qui vont prendre le temps, mais qui ont de grandes ambitions. La première, c'est de grimper en Ligue 1. Je pense qu'on s'en rapproche depuis des années, mais pour l'instant, on n'y est pas. On a un effectif cette année qui est plutôt salué, un staff qui est compétent, avec un Stéphane Gilly qui monte en puissance déjà depuis qu'il est là, et qu'on a connu comme adjoint de Mecha Bazdarevic il y a quelques années. Donc on a les moyens de monter en Ligue 1, mais il y a Metz, il y a Lorient, et puis il y a d'autres équipes de Ligue 2 qui rêvent aussi de la même chose. Vous avez fait un bout d'aventure avec Bahreïn. Oui. Ça fait un petit moment que vous vouliez vendre le club, quoi qu'il en soit. Est-ce que c'était important à vos yeux de rester, ou en tout cas de trouver un nouveau partenaire qui va devenir propriétaire français? C'était un critère essentiel que j'ai posé à la banque que j'ai mobilisé dans cette affaire. J'avais dit en priorité nationale, éventuellement européen. Avec tout le respect que j'ai dans le capital des Américains, des Indiens, des Arméniens qui sont sortis, et le Bahreïn, qui va rester sponsor d'ailleurs, tout en sortant du capital. Donc oui, c'était un critère, parce que ça fait des années que je plaide au sein de la Ligue professionnelle de football pour qu'on fasse un peu comme les Allemands. Moi, je suis plutôt tourné culturellement vers l'Italie que vers l'Allemagne, mais sur le modèle économique du foot, c'est eux qui ont raison depuis longtemps. Pourquoi ils ont raison? Toutes les grandes entreprises industrielles ou financières, tous les gros patrimoines sont dans le football. Sponsors ou actionnaires, souvent les deux en même temps. Et ça donne une puissance de feu qui est considérable et qui fait qu'on est moins dépendant des droits audiovisuels. Ça tombe bien parce qu'en ce moment, ils sont plutôt en berne.
et même des transferts de joueurs, parce qu'on oublie que depuis des années, les 2 pays acheteurs que sont l'Allemagne et l'Angleterre achètent moins et achètent moins cher. Donc les 2 ressources, il faut les compléter par d'autres choses. Vous en voyez d'autres, des grands potentiels investisseurs français qui, selon vous, devraient rentrer. Vous trouveriez que c'est une bonne idée s'ils entraient dans le foot? Moi, je suis ravi, par exemple, que CGA-CGM soit sponsor de l'OM. Bon, si CMA-CGM, pardon. C'est important pour nous. Oui, tout à fait. C'est vrai. J'avais oublié ça. Bon, après, est-ce que Rodolphe Saadé franchira le pas et deviendra actionnaire? Mais vous aimeriez, si vous le croisez, mais moi, je serais ravi de lui dire il faut y aller, franchis le pas. Bien sûr, et je le dirais à d'autres, je serais ravi que d'autres groupes industriels ou financiers ou d'autres patrimoines, parce que là, je précise effectivement que c'est la famille Arnaud et c'est pas LVMH, rentrent dans le football. Ça lui fera le plus grand bien. Pourquoi ils veulent pas y aller? Attends, Daniel, il y a quasiment tout le monde aujourd'hui, finalement. Non, mais à l'exception de Vincent Bolloré. Justement, la question, Pierre Ferracci, c'était ça. C'était pourquoi et comment les Arnaud ont-ils été convaincus, se sont-ils laissés convaincre dans un contexte pas simple pour le foot français, dans un contexte même pour eux qui peut devenir toujours, on le sait, inflammable. Les supporters, des ultras, on est à Paris. C'est vrai que si Rodolphe Saadé, par exemple, est sponsor et peut-être pas propriétaire de l'OM aujourd'hui, c'est parce qu'il sait qu'à l'OM, c'est compliqué quand on s'investit dans un club. Donc, les Arnaud n'ont pas peur, c'est leur famille, ils engagent, on l'a bien dit, pas seulement les marques, parce que même si c'est pas LVMH, on va sans doute tout le monde fera le lien tout le temps. Tout le monde fera le lien. Mais moi, je vais vous dire, je vais prendre le problème dans l'autre sens. Le foot, c'est à l'image de la société. C'est même un miroir un peu exacerbé, un peu déformé de la société, avec le meilleur et le pire. Le meilleur, c'est le dépassement, l'émulation, les gamins qui ont les yeux qui brillent quand ils voient de grands joueurs. Le pire, c'est la violence, le racisme, l'homophobie, tout ce qu'on connaît. Mais c'est très présent dans le foot. Je pense que plus il y aura de force économique présente dans le football, plus on basculera vers les vertus du football et plus on éliminera ce qui fait aussi que l'image n'est pas toujours les tribunes dans lesquelles il y a de la violence. Vous pensez que parce que les Arnaud sont propriétaires du Paris FC, vous éviterez forcément de la violence à Paris? Quand on a des moyens, non, c'est pas la baguette magique, mais quand on a des moyens, on régule mieux tout ça. Bon, moi, ça fait des années que je gère les ultras du Paris FC, dont certains viennent du PSG, t'es pas toujours des saints quand ils sont arrivés au club. Bon, ça se gère, on se donne les moyens, il y a des enjeux de sécurité, il y a des enjeux de dialogue aussi, je crois assez à ça. Puis on les calme. Écoutez d'ailleurs les ultras en ce moment, ils ont quelques petits problèmes avec Red Bull, qu'on corrige d'ailleurs, parce que Red Bull ne vient pas pour faire chez nous de la multipropriété, ils viennent pour conseiller, accompagner le projet de la famille Arnaud. Ferracci, ça ce sont vos ultras qui sont relativement calmes, mais on prête à l'intention à certains ex-ultras du PSG qui n'ont plus droit de citer au Parc des Princes, peut-être de venir mais on vers votre club. Comme les autres. Vous savez, c'est une question de fermeté, d'autorité et puis de stratégie. Nous, on accueille tout le monde, mais à condition qu'ils respectent les règles. Et s'ils ne respectent pas les règles, on l'a déjà fait. D'ailleurs, on le fait discrètement en général. Mais après le match contre le Red Star, il y a eu 1 ou 2 sanctions. On communique pas là-dessus. C'est le tour de Kevin. Justement, vous avez, donc là, Flo parlait du Paris Saint-Germain. Vous venez à l'instant de parler du Red Star. Donc forcément, vous êtes le 2e club à Paris. En tout cas, vous allez le devenir en puissance financière. Ça fait, nous qui sommes, pour la plupart en tout cas, qui vivons en région parisienne, ça fait, on appelle de nos voeux depuis maintenant pas mal d'années que, peut-être pas ce qui se passe à l'image de Londres, mais au moins à ce qui se passe à Madrid ou à Milan, par exemple, il y ait au moins un 2e, voire un 3e grand club. Comment vous voyez cette rivalité qui pourrait être naissante, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de rivalité, parce que le PSG est dans une autre sphère, mais avec le Paris Saint-Germain qui est encore aux antipodes de ce que peut représenter le Red Star, et vous qui êtes un peu entre les deux? Nous, on est entre les deux. Enfin, on a une exception, c'est que le capital sera national et français, et ce n'est pas le cas du Red Star qui a choisi un fonds. J'espère qu'ils vont dépasser rapidement ce qui les attend, là, parce que le fonds a déposé le bilan, je crois. Bon, le PSG est tenu par le Qatar, c'est encore autre chose. Moi, ce que je vois, c'est un vrai derby à terme quand on sera en Ligue 1, et encore une fois, on n'y est pas. Mais ce que je vois, c'est... toutes les grandes villes européennes ont 2 clubs au moins et parfois 3, pas seulement les capitales. Chez nous, il n'y a ni Paris, ni Lyon, ni Marseille. Alors, il y a le côté positif du football des territoires, de Bastia, de Guingamp, de Lorient, et c'est parfaitement respectable, mais la puissance économique, elle est, heureusement ou malheureusement, dans les grandes villes. Donc moi, je vois dans cette démarche du Paris FC et dans l'ouverture du capital, quelque chose qui donne un signe au football français. Et il faut que d'autres nous accompagnent. À partir de là, à Paris, on dit toujours c'est le meilleur bassin du monde, avec celui de Sao Paulo au Brésil. Arsène Wenger m'avait dit ça il y a quelques années. Il faut exploiter à fond, au bon sens du terme de l'exploitation, les richesses et le potentiel du football parisien. Et moi, je rêve, comme la famille Arnaud, d'avoir un jour une équipe dont la colonne vertébrale, pas toute, mais la colonne vertébrale soit francilienne. Et il y a de quoi faire.
Et c'est pour ça que Red Bull, par exemple, qui apporte ses compétences en matière d'encadrement, de formation, qui fait pousser les jeunes pousses. Ibrahim Konaté, il est passé par chez nous. Mukiele, il est passé par chez nous. Ils ont fait leur place à Leipzig. Il est Oui, mais attendez, il est passé par Leipzig. Sauf si vous êtes un organisateur de soirée. Mais vous êtes trop exigeant pour le PSG. Il est quand même passé par le PSG. Red Bull, c'est l'idée de la famille Arnaud? Juste. Ils sont arrivés ensemble, et ensemble, parce que la famille Arnaud, c'est ça aussi qui est bien dans leur démarche, c'est qu'ils découvrent, ils sont dans le sport, ils étaient aux Jeux Olympiques, ils sont dans la Formule 1, ils découvrent le football, et ils mettent à côté d'eux des compétences très fortes. Et Red Bull... Et vous pensez que les Arnaud feront mieux que Jean-Luc Lagardère? De très loin, oui, je pense. Qu'est-ce qui avait manqué d'ailleurs à l'époque à Jean-Luc Lagardère? On rappelle avec le compétences autour de lui. J'ai la faiblesse de penser que le président du Paris FC est sans doute meilleur que le directeur général de l'époque, qui avait géré, je ne citerai pas son nom, en fait, l'encadrement de l'époque. Et puis j'ai la faiblesse de penser que Red Bull, c'est aussi une compétence reconnue aujourd'hui, à Leipzig et ailleurs. Mais... Je veux dire, ils ont une data, puisqu'on parle souvent de data, considérable. Ils ne gagnent rien. Ils sont dans le haut du tableau de la Bundesliga. Vous savez, la famille Arnaud ne rêve pas immédiatement de concurrencer le PSG, de gagner la Ligue des Champions. Ils vont y aller par étapes. Ils vont renforcer les centres de formation, ils vont renforcer les infrastructures. Vous savez, moi, je sors, quand j'ai pris le club, il y avait un entraîneur qui avait dit qu'on était un club SDF, sans domicile fixe. On tournait. Quand on était à Choisy, le vestiaire était éclaté en 3. C'est pour ça qu'on est redescendu tout de suite de Ligue 2. D'ailleurs, heureusement qu'on est remonté immédiatement. Donc, il faut renforcer les infrastructures, régler la question du stade. On va en parler. Aujourd'hui. Attends, juste, permets-moi, Daniel, parce que petit point d'étape, il est 20h14. Je rappelle qu'on est sur RMC Story ce soir. Et je rappelle qu'à l'occasion des 20 ans des GG, on vous offre des cadeaux, notamment 5 000 € par jour depuis maintenant plus d'une semaine. Alors, vous connaissez maintenant le jeu. Dès que vous entendez ce titre de 2004, l'année de création des GG. Voilà. Nadia. Bon. Merci Florent. Donc, moi je savais qu'on jouait. Quand vous l'entendrez tout à l'heure, eh bien, vous pourrez vous inscrire en envoyant GG par SMS au 732-16, GG par SMS au 732-16. Donc dès que vous entendrez Nadia pour gagner 5 000 €, ce sera tout à l'heure. Pierre Ferracci, président du Paris FC avec nous. Daniel, c'est à toi. Monsieur Ferracci, on ne va pas non plus, après tout ce qui est en train de se passer, la famille Arnaud qui arrive, c'est pas un club formateur qu'on va voir quand même. C'est pas un club avec une ossature, une colonne vertébrale, avec des gamins du coin, machin. Enfin, combien de temps vous allez pas empêcher les gens de rêver? Ou vous allez immédiatement dire on doit pas rêver, on doit... Et la famille Arnaud, Antoine Arnaud, va pas devenir à terme président de ce club pour être un petit club, si c'est pas la JOCR, sinon... Non, mais l'ambition est très... Je veux bien le discours raisonnable, je le comprends, mais combien de temps le discours raisonnable? Mais d'abord... On peut être ambitieux et raisonnable. Antoine Arnaud, on peut être ambitieux et raisonnable, on peut avoir des objectifs très élevés. Je pense que l'objectif à terme, c'est d'être européen. Alors ça peut commencer par la Ligue Europa, et puis ça peut se terminer par la Ligue des Champions, et puis sans doute un jour auront-ils envie de la gagner. Mais ils veulent franchir des étapes. Voilà, c'est pas brûler les étapes, c'est ça ce qu'il faut retenir du discours. Il ne faut pas brûler les étapes. Voilà. C'est pas ne pas vouloir grandir et être fort, c'est ne pas brûler les étapes comme par exemple peut-être d'autres clubs l'ont fait. Flo faisait allusion au Matra Racing. Oui. Eux par exemple, c'était immédiatement la valise à oseille. On achète une tonne de stars et on va être champion dès l'année prochaine. Mais ça ne marche pas et on a des exemples très proches de nous qui montrent que ça ne marche pas pour gagner la Ligue des Champions. Et même parfois pour être régulièrement en Ligue des Champions. Bon, regardez, l'OM a mis beaucoup d'argent et cette année, ils ne sont pas européens. Ni la première, ni la deuxième, ni la troisième coupe. Donc, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut exploiter à fond le potentiel de formation de la région francilienne. Puis après, il faut s'ouvrir. Moi, j'ai ouvert le capital très vite, y compris à des capitaux étrangers. Aujourd'hui, je l'ouvre parce que la Ligue 1, vous la connaissez. Le haut du tableau joue l'Europe. La deuxième partie du tableau joue à ne pas descendre. Bon, avec tout le respect que j'ai pour tous ces clubs, parce que ne pas descendre, c'est un combat permanent, mais si la famille Arnaud a des ambitions, c'est pour être dans la première partie du tableau. Et après, en y étant régulièrement, pour viser plus haut, pour reprendre un slogan d'un club stade à côté. Et juste, vous avez, sur l'ambition, vous saviez que vous alliez avoir ces investisseurs-là quand vous avez acheté Jean-Philippe Crasso, quand vous avez renforcé l'équipe? Alors moi, j'avais fait un budget ambitieux pour les 2 années qui viennent, puisque j'ai dit, dans les 2 années, il faut qu'on soit en Ligue 1. Et je dis souvent aux joueurs, dans les 2 années, il y a la première. Hein. Bon, et je ne les empêche pas de rêver tout de suite eux aussi, et je rêverai avec eux, et je serai très content si au mois de mai on y est, mais pour l'instant on n'y est pas. Quand j'ai eu la conviction que la négociation se terminerait bien, j'en ai rajouté une petite louche,
mais j'aurais assumé le risque si les Arnaud et Red Bull n'étaient pas venus, parce qu'une négociation, ça peut toujours mal se terminer. Moi, j'ai été confiant dès le début, parce que je pense que leur projet m'a convaincu immédiatement, à la fois sur la puissance de feu et la puissance économique qu'ils mettront au service du club, et puis c'est cette façon de ne pas brûler les étapes. Voilà. Alors le stade, vous jouez aujourd'hui au stade Charletti, avec une initiative d'ailleurs unique dans le foot français, puisque l'entrée est gratuite au stade Charletti. Bon, malgré ça, c'est pas plein, le stade Charletti. Oui, mais on a gagné 40% de supporters. Et gratuit, on est maintenant... vous savez, quand... moi, j'aime bien, c'est pas plein. Quand il y a le PSG en face, c'est compliqué. Il y a quelques années, quand il y avait Créteil, le Red Star et nous en Ligue 2, on était devant les deux autres. Bon, c'est quoi l'affluence moyenne aujourd'hui à Charletti? L'affluence moyenne, non, c'est un peu plus de 4 000. Là, on est entre 5 et 6 000. Et puis, on va monter en puissance parce que les résultats sont là. Alors, l'année prochaine, c'est le stade Jean-Bouin. C'est déjà une certitude, non, pas du tout. On a une négociation. On a une négociation compliquée avec le stade français parce qu'il est installé... Qui occupe Jean-Bouin aujourd'hui. Voilà, qui occupe Jean-Bouin, qui le sous-loue à Versailles, qui est une équipe de nationale. Mais nous, si on veut s'y installer, on a des exigences un peu plus importantes peut-être qu'un club de national. Et il faut trouver l'équilibre avec le stade français. C'est un club qu'on respecte beaucoup. Donc, la négociation commence à peine. On va essayer de la mener à bien le plus rapidement possible. C'est un sujet un peu parisien, mais dans le même quartier, il y a le Parc des Princes. De l'autre côté de la rue, c'est dans la rue. De l'autre côté de la rue, il y a Jean-Bouin. 20 mètres. C'est possible de faire vivre 3 clubs comme ça de haut niveau. Sachant qu'à la base, le Paris FC. J'aurais préféré que Jean-Bouin soit construit à Charletti. Je rappelle que le Paris FC a joué à Jean-Bouin et a joué au Parc des Princes il y a de très longues années. Donc c'est peut-être parfois. Mais ils ont joué aussi au Stade des Gérines. Oui, au Stade des Gérines. Ils ont même joué à 3 pendant des mois. C'est un vrai sujet, Pierre Ferraggi, parce que le Stade français a la concession du Stade Jean-Bouin. Il paye 3 millions d'euros par an pour ses matchs. C'est lui qui va décider en réalité. Mais bien sûr que c'est savoir si vous accueillez ou pas. Ils vont s'accorder, ils vont payer. Mais on va s'accorder. Vous allez devoir payer. Bien sûr. Également. On va payer, mais de pas payer 4 millions, 5 millions d'euros. Non, on va payer le juste prix. C'est pas parce qu'on a des actionnaires puissants qu'on va payer tout et n'importe quoi. Les Français, ils veulent que vous payiez. Ils veulent que ce soit rentable. Bien sûr. C'est normal. Je précise. Bien sûr, on va partager les coûts, mais dans des conditions équilibrées. Déjà la pelouse. La pelouse, il faut la changer parce que c'est un synthétique. Ça fera aussi du bien aux rugbyman parce qu'ils aiment moins jouer sur un synthétique que sur une pelouse. Il va falloir embaucher un jardinier costaud. Peut-être, tout à fait. Mais vous savez, la pelouse de Charletti, aujourd'hui, elle est bonne parce qu'on s'y est mis avec la mairie de Paris. Et aujourd'hui, elle est parfaite. Il faut que ça dure jusqu'à la fin de la saison. L'an dernier, ce n'était pas le cas. Et avec le jeu pratiqué par Stéphane Gilly et par Sandrine Souvéran chez les filles, c'est bien d'avoir une belle pelouse. Alors, le vrai problème, selon moi, c'est pas tant le stade. Vous allez trouver une solution, vous allez construire le club. C'est la création du public. Ça, c'est important. Séduire. Je ne pense pas que le projet puisse tenir sur on va séduire les déçus du PSG. Bien sûr, tout à fait. Est-ce que vous avez, j'imagine forcément réfléchi à la question, mais est-ce que vous avez trouvé dans l'environnement sportif un modèle, une inspiration où vous avez vu que c'est possible? Parce que même Leipzig, on en parle puisque Red Bull est actionnaire minoritaire, Leipzig s'est construit dans une ville où d'abord, il n'y avait pas de concurrence dans cette ville-là, parce que Leipzig est une ville où il y avait eu un club à l'époque de l'Allemagne de l'Est, après il n'y a eu plus rien. Donc on a repris les gens qui étaient là, on a dit revenez, maintenant il y a un club. Où est-ce qu'il y a un exemple? Moi j'en ai en tête, mais je pose la question comme ça. Il y a pas mal d'exemples. De création de public. Ma culture corse me fait me tourner souvent vers l'Italie. Bon, je ne parle pas de mon club favori qui est l'Inter de Milan. J'ai trouvé depuis longtemps que le modèle de l'Atalanta de Bergame était tout à fait intéressant. Sportif, mais pas de création de public. Ils avaient du monde dans la ville. Oui, mais ils avaient du monde dans la ville. Mais il faut déjà avoir une bonne équipe et être attractif dans le jeu avant d'attirer du monde. Moi, je vais vous dire une chose. Si on monte en Ligue 1, avec la famille Arnaud et avec Red Bull, Jean-Bouin sera plein, sans aucun problème. Pour jouer l'OM, pour jouer le PSG, mais pour jouer tous les clubs de Ligue 1. Ça, j'ai pas de souci. Après, il y a un autre problème qui est l'identité du club. Je disais, il faut que la colonne vertébrale francilienne soit forte, mais en étant ouverte. Paris est une ville ouverte à l'international. Moi, je serais ravi qu'il y ait des étrangers, des provinciaux qui viennent compléter la colonne vertébrale francilienne. Après, l'identité, ça ne sera ni celle du Red Star, ni celle du Paris Saint-Germain. On a une culture de formation. On a une culture, même si on n'a pas assez de public aujourd'hui, populaire. C'est pas étonnant que ce soit nous qui ayons fait l'opération de gratuité. Je ne dis pas qu'on va la continuer éternellement. Si on arrive à Jean-Bouin, les conditions d'accueil des supporters sont très différentes de Charletti, on va bouger. Mais on aura des tarifs attractifs. Et à côté, on fera payer les VIP et les entreprises à la hauteur l'anti-PSG, en fait. Non, pas l'anti-PSG, mais on ne peut pas avoir... c'est nécessaire même quand on a la puissance de la famille Arnaud, on ne peut pas avoir la stratégie d'un pays qui fait du soft power
qui est prêt à perdre beaucoup d'argent pour faire du soft football, et c'est son problème. Bon, la famille Arnaud, elle a aussi un objectif de compétitivité économique. Le problème du foot aujourd'hui, c'est qu'il faut investir beaucoup pour un jour équilibrer les comptes et gagner de l'argent. Moi, je prouve d'ailleurs, parce que tous les actionnaires qui m'ont suivi n'ont pas perdu d'argent, en ont un peu gagné, qu'il peut y avoir des stratégies gagnantes. Mais même au plus haut niveau, c'est très bien ce qui se passe aujourd'hui. Prenons les droits audiovisuels. Si vous restez français et seulement en Ligue 2 ou dans la deuxième partie du tableau de Ligue 1, vous perdez de l'argent, en tout cas sur ce terrain-là. Si vous allez au niveau européen, où les droits audiovisuels se maintiennent, et où en plus on les concentre sur moins de clubs, ben vous avez toutes les chances d'avoir un modèle économique plus performant. Si vous développez du merchandising à une hauteur que personne n'a connue, sauf le PSG peut-être aujourd'hui, vous allez mettre des ressources qui ne sont pas simplement liées au transfert ou aux droits audiovisuels. Bon, il y a tout ça qui va se construire. Il y a une chose qu'on ne peut attendre de la famille Arnaud, parce qu'elle le fait dans le groupe dont elle a le contrôle, c'est développer une marque. Ben, je suis sûr que demain, la marque Paris FC, en plus, est au chrono. Mais il y a un exemple, obligé de toute façon. Et c'est celui que vous rejoignez quelque part, c'est Max Zuasini au Stade Français. Oui, et bien sûr. Ce que Max Zuasini a construit au Stade Français. En faisant beaucoup de gratuité au départ. C'est quelque chose qui peut vous inspirer pour ramener des gens et la construction de la marque autour. Alors certes, ça a démarré à l'époque, on disait, Vincent Moscato en rigolait, en disant limite on mettait des cochons volants et des majorettes. Oui, mais ça a attiré un public, mais il a gardé le public. Ça a construit un club qui en plus s'est même créé une identité. Ouais, et ben moi je vais vous dire, la gratuité, Guazzini est admirable. La gratuité, c'est peut-être pas durable éternellement, mais ça a donné un souffle et une image. Bon, il y a le New York Times qui en a parlé, le Guardian qui en a parlé, en Allemagne on en a parlé. Absolument. Ça donne une dynamique où on sait que chez nous, le football sera ouvert à tous. Pas forcément gratuit quand on sera en Ligue 1 ou même quand on sera à Jean-Bouin, mais on trouvera, je trouve que dans le football, il y a beaucoup d'argent, mais très inégalement réparti. Moi, j'ai aucun problème pour dire aux entreprises qui vont devenir partenaires et qui le sont déjà du Paris FC, vous allez payer cher parce que vous avez les moyens de le faire, puis vous avez une responsabilité sociale et sociétale, et vous allez permettre à des gens de venir au stade de façon plus confortable. Le football aujourd'hui, il est devenu très cher devant la télé, quand on a DAZN, beIN, Canal, etc. Et puis dans les stades aussi. Et il y a des gens qui n'en peuvent plus, qui sont à quelques euros près et qui sont de vrais amateurs de football. Pierre Ferracci, l'attractivité, c'est une chose. Vous parlez beaucoup de gratuité. Ok, non, pour lancer. J'en parle en disant qu'on va la dépasser. Moi, bien évidemment. Quand on est toujours dans la gratuité, quelque part, à terme, on dévalorise un peu le produit. Non, moi, ce qui m'intéresse. Non, mais pas du tout. Pas quand tu es le Paris FC en face du Paris Saint-Germain. Ce qui m'intéresse, c'est l'identité surtout. Parce que l'identité aussi, et vous l'avez dit quand vous avez souhaité céder le club, vous avez parlé aussi de l'aspect sociétal, de ce que représente le Paris FC. Parce que je pense que si les gens ne s'attachent pas, le merchandising, la marque, la gratuité, ok, il y aura plein de choses. Il y a à la fois l'identité et à la fois peut-être mettre de l'entertainment, mettre autre chose autour de ce club-là pour que les gens se disent on a envie, mais on y est attaché. Mais vous avez raison. Mais si la famille va chercher aussi Red Bull, parce qu'on voit ce qu'ils font en Formule 1, on voit ce qu'ils font dans les sports extrêmes. Ils font du sport de haut niveau et autour du sport, ils font de l'événementiel de haut niveau. Et ça sera aussi demain au Paris FC. La gratuité, c'est un problème d'image. On ne va pas durer éternellement sur ce terrain-là. Après, les actionnaires décideront aussi. Mais en tout cas, on aura un football accessible avec une identité forte. Et dans la région francilienne, on travaille avec des petits clubs aujourd'hui, sans le dire, pour se forger aussi cette image-là. Moi, j'ai rien contre le PSG, mais on n'aura pas la même stratégie pour des raisons évidentes. Kevin Diaz, s'il vous plaît, c'est le tour de Kevin, il attend depuis tout à l'heure. En fait, tu es obligé de te construire une identité par rapport à quelque chose. C'est pas forcément contre le Paris Saint-Germain, mais le Paris Saint-Germain regroupe forcément une masse d'argent qui arrive de l'étranger, où ils ont dépensé un peu sans compter. Si toi, tu es le Paris FC, tu vas peut-être te construire comme club de façon différente, en s'appuyant sur les ressources locales. Vous avez parlé de Red Bull, peut-être sur la technologie, sur la data, sur un recrutement ciblé, mais aussi, on va dire, un peu plus intelligent, sur des rapports qualité-prix intéressants. Tout à l'heure, Daniel, tu parlais d'un club qui va devenir juste un club où il y a des petits jeunes du centre formation. Non, pas forcément. Non. Mais tu peux aussi aller chercher, un peu comme a fait Toulouse à son époque. C'est ce qu'essaient de faire tous les clubs, ça. Donc, non, mais oui, c'est ce qu'on fait dans le football moderne. Même le modèle de l'Atalanta, qui est un bon modèle, ils le font aussi. Ça sera un concurrent. Mais bien comme sûr, les clubs aux Pays-Bas. On était à Paris quand même. Moi, je crois beaucoup avec Red Bull, par exemple, aux échanges entre clubs, entre coachs. Je suis ravi que Klopp arrive d'ailleurs parce qu'il peut apporter en plus son aura, son image, sa démarche. Mais je crois beaucoup à des échanges. Ça a déjà commencé d'ailleurs entre le staff de chez nous, le staff de Leipzig, celui de Salzbourg. Je crois à la mutualisation. Quand on voit la multipropriété, on voit les méfaits de la multipropriété. Il y en a. Il y a aussi des aspects positifs. On échange, comme les entreprises échangent entre elles pour faire face à des défis stratégiques. Moi, je vais vous dire, Red Bull, ce qui me séduit, c'est leur data,
leur capacité à bien encadrer, à bien développer, à bien former, à bien recruter. Et leur style. Et oui, leur style, en plus, moi je suis toujours pour un mélange de possession et de transition rapide. Donc, vous avez dit il y a 2 secondes, on n'est pas là pour être anti-PSG ou être contre le PSG. Néanmoins, je ne sais pas quelle sera la nature de vos rapports avec Nasser Al-Khelaifi, mais vous n'êtes pas d'accord avec lui, notamment sur le constat que la Ligue est bien gérée ou pas bien gérée. Ça, c'est une évidence. Voilà. Est-ce qu'à terme, quand vous serez en Ligue 1, les gens vous connaissent peu finalement, nous on vous connaît mieux. Moi, je réclame toujours des personnalités plus fortes au sein de la Ligue, avec des idées, et pas des petits toutous derrière Vincent Labrune. J'espère que vous serez un nouvel homme fort du football français. Écoutez, pour l'instant, mes qualités sont au service de mon club. J'en assure la transition, je pense, de façon intéressante et tout le monde la salue. Au-delà du problème du Paris FC, on voit bien que ça sert le football francilien, mais le football national. Vous pourrez dire à Nasser qu'il se trompe à la Ligue au moment des réunions. Non, mais à Nasser, il sait très bien. Moi, j'ai de bons rapports avec Nasser, mais quand j'ai des divergences avec Vincent Labrune ou d'autres, je le dis. Avec Nasser, je le dirai aussi. Je pense que le football français n'a pas besoin d'unité de façade, d'unité factice. Il a besoin de réflexion, de gestion des divergences quand il y en a, et puis surtout d'une vraie stratégie. Moi, je suis en train de marquer un point. On m'a dit il y a quelque temps, et il se reconnaîtra, oui, mais tu veux copier le modèle allemand, mais ce n'est pas notre culture. Bernard Arnault, il est là aujourd'hui dans le club avec sa famille. C'est celui qui compte, c'est la famille Arnault, hein, encore une fois. Je pense qu'on peut en attirer d'autres, mais ça, c'est une stratégie qu'il faut développer. Il ne faut pas simplement dire on veut des investisseurs. Les investisseurs nationaux, ça obéit à des règles qu'il faut respecter pour aller les chercher. Et je trouve que la Ligue, là-dessus, devrait faire plus d'efforts, justement, ce qui n'empêche pas de renouer avec Canal, de développer les relations avec Profitons de votre présence pour parler un peu de ça, parce qu'il nous reste quelques minutes. Aujourd'hui, on est en difficulté. La Ligue 1 est devenue quasi invisible. L'équipe de France fait plus rêver. Les audiences sont en baisse. La bonne nouvelle du foot français aujourd'hui, c'est l'arrivée de la famille Arnault avec vous. Est-ce que ce qui s'est passé à la Ligue ces dernières semaines vous satisfait? Est-ce que la réélection de Vincent Labrune est une bonne nouvelle pour le foot français? Bon, certains vont dire que je remue le couteau dans la plaie. Vous savez très bien que la Ligue 2, majoritairement, a voté pour Cyril Linette. Bon, la Ligue 1, il y a quand même 40%, quand on compte bien, des présidents qui ont voté pour Cyril Linette. Bon, il y a 10 présidents au conseil d'administration, ils ont tous voté Labrune. Cherchez l'erreur. C'est dingue comme un système électoral peut pervertir. Oui, mais je suis d'accord, et je pense que Vincent Labrune, dont je respecte la légitimité, aurait besoin d'une vraie opposition. Malheureusement, même Cyril a démissionné, et je crois qu'il n'y a que Jackie Bonnevet qui a voté pour lui, pour l'UNECATF. C'est pour ça que je disais que le football français a besoin de personnalités fortes, capables de dire quand ça ne va pas. Tout à fait. Mais il faut aussi une démocratie vivante où on n'a pas peur d'avoir des divergences avec les uns et les autres. Et le doigt sur la couture du pantalon, c'est pas tout à fait mon genre. Je pense que c'est pas tout à fait le genre des gens qui me rejoignent aujourd'hui et qui ont une puissance de feu qui leur permet une liberté de ton. Donc j'espère que le message qu'on donne, il sera repris par d'autres. Après la gouvernance de la Ligue ou de la Fédération française de football, je pense de mon côté qu'elle doit évoluer, qu'elle doit être plus dynamique, plus réactive. Et j'espère qu'on y contribuera à notre façon au sein du Paris FC. Merci Pierre Ferracci d'avoir passé une demi-heure avec nous dans l'After pour nous expliquer cette stratégie qu'on va suivre avec intérêt évidemment dans